Bienvenue sur la radio du Clé. Bonjour à toutes et à tous, il est 15h09. Bienvenue pour cette 4e émission de la radio du Clé, la radio du collège et lycée expérimental. Aujourd'hui, au programme, une fiction autour de la Seconde Guerre mondiale, un micro-trottoir réalisé auprès des élèves et des enseignants du Clé au sujet de l'écoute à l'école, une fiction autour de l'horreur, une chronique sur un artiste de musique électronique français dénommé Quentin Dupieux, alias Monsieur Oiseau, une fiction humoristique autour d'un fait historique, le massacre de la Saint-Valentin orchestré par Al Capone le 29 février 1929. Une chronique autour du jeu vidéo Watch Dogs Vision, un micro-trottoir sur les 7 péchés capitaux des élèves du Clé, un reportage sur les scandales de YouTube, et pour terminer, une fiction autour du cyberharcèlement, en espérant que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Bienvenue sur la radio du Clé. Nous commençons cette émission par une fiction autour de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Mathis Boulin et Rémi Hu. Bonjour. Bonjour. Mathis et Rémi, vous êtes donc réalisateurs et vous n'êtes pas du tout venus parler de votre dernier film que vous avez co-réalisé et qui est projeté salle pleine tous les soirs au Pâté Gaumont des Halles. Vous êtes venus aujourd'hui pour nous présenter une création unique, spécialement pour la radio du Clé, où vous allez nous interpréter un témoignage fictif de René Herbert, 68 ans mais 27 ans lorsqu'il était résistant lors de l'occupation allemande. Oui, c'est ça. En effet. Alors, nous allons commencer par la première question, René, si vous voulez bien. Oui. Pouvez-vous nous raconter brièvement quelle était votre vie avant l'occupation ? Alors moi à l'époque j'étais charpentier concepteur et mon père lui il était bûcheron. Lors de l'occupation il a fallu que je quitte la ville pour m'installer à la campagne chez mon cousin Jacques. Et Jacques, il faut savoir qu'il tenait une brasserie avec sa sœur Pauline. Et donc beaucoup de gens qui partaient des villes, pour moi c'était du jamais vu, mais mes parents, ils ont vécu la guerre de 14-18, alors ils savaient, ils connaissaient ce sentiment de perdre son chez-soi, ses frères, son père, sa mère. C'est pour cela que mon départ, il fut assez rapide et organisé. Mon père, lui, il avait fait la guerre de 14-18 et donc il m'a donné des recommandations si jamais ça venait à se reproduire. Et mon père, il disait, gamin, si tu viens à revivre la guerre, pars dans le sud. La guerre précédente, c'était à cause des Boches. Ils pourraient revenir. Eh bien, ça n'a pas manqué parce que maintenant ils étaient là. Et donc, soit mon père fut très perspicace et intelligent de penser ainsi, mais disons aussi que c'est un message de Dieu. Enfin, vous me comprenez. Comment avez-vous vécu le début de l'occupation allemande ? Eh bien, lorsque j'étais parti, l'occupation allemande, comme je vous ai dit, ça a été assez rapide parce que j'ai eu les recommandations de mon père. Ok. Et donc, vous étiez parti chez votre cousin Jacques ? Oui, c'est cela. Je me souviens qu'il ne m'était pas arrivé de problème pour arriver chez Jacques. Mais ce que je savais, c'est que Jacques, on n'était pas tout seul dans l'auberge. Il y avait d'autres réfugiés qui se sont installés grâce à Jacques. Il y avait sa sœur Pauline qui s'occupait de leurs affaires. Donc je salue Jacques, Pauline, les autres gars, mais... je sens que l'ambiance est assez tendue, alors je demande à Jacques, alors qu'est-ce qui se passe ici ? Sur quoi il me répond, tu sais bien, il y a la guerre, tout ça. Et c'est les chleux qui ont remis ça. Mais on est français, nous, on ne se laissera pas faire. Qu'avez-vous pensé de tout ça ? Eh bien, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais faire partie d'un mouvement de lutte contre les Allemands, le mouvement de la résistance. Par la suite, comment s'est déroulé le cours des événements ? Eh bien, Jacques et moi, on est descendus au sous-sol, l'endroit où se trouvaient les cuves de fermentation de la brasserie. Un espace plutôt spacieux, je dois dire. Et à ma grande surprise, le sous-sol était transformé en sorte de QG avec des hamacs pour les gars, des caisses de provisions et même ce qui semblait être des caisses d'armes. Ces caisses étaient empilées au centre d'une table avec une carte de la région qui s'étalait. Une ambiance assez lugubre. Qui se mettait dans le sous-sol avec une telle disposition. Désormais, je savais où je dormirais, où je mangerais et où je logerais, quoi. Sur vos effectifs... Lorsque vos effectifs furent suffisants pour attaquer les Allemands, quel fut votre premier agissement ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
pour les effectifs, on a attendu 5 mois. Donc, pour pouvoir agir. Et pendant ce temps, j'ai appris à connaître les autres, à avoir des liens. J'ai appris à utiliser les armes à feu, à me camoufler, tout ça. Et donc, notre première mission, c'était pas une masse en fer. Il s'agissait de faire exploser les rails d'un réseau de chemin de fer en direction de Cherbourg. Les parachutages de matériel anglais étaient assez fréquents. Du coup, on avait des armes et des gars déterminés. Une fois le long des rails, et des véhicules allemands s'y trouvaient. Alors un gars, Brice, nous a murmuré je prends les bâtons de dynamite, je les pose et je cours. Il était tellement déterminé que personne ne l'a contredit. On lui disait alors ok, on te couvre. Alors il sort des buissons, il se faufile sur les rails et revient à nous en courant. Et là, une détonation. Et même avec les oreilles bouchées, ça vous décolle la rétine, je vous assure. Et les Allemands, ils ont dû être sacrément surpris parce que lors de notre fuite, aucun coup de feu. Juste quelques hurlements, mais on était déjà bien loin. Les Allemands ont-ils répliqué à la suite de votre attaque ? Non. À l'époque, ils savaient pas qu'on existait. Ils pensaient juste que c'était un attentat terroriste, mais pas une action menée par de la résistance. Merci Mathis et Rémi pour cette fiction très intéressante. Bienvenue sur la radio du Clé. Bonjour Sébastien Pollock. Bonjour. Monsieur Pollock, vous allez nous présenter un tour de l'attention à l'école à travers d'un micro-trottoir que vous avez réalisé au collège-lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair. Exactement. Le Clé, établissement scolaire à Hérouville-Saint-Clair, dit être un établissement qui écoute ses élèves. Étant moi-même nouveau au Clé, j'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les autres, nouveaux, anciens, mais aussi les professeurs. Je suis donc allé poser des questions autour de l'établissement pour avoir une idée générale du ressenti. Le Clé écoute-t-il bel et bien ses élèves ? Voyons ce qu'en pensent ceux concernés. Depuis combien de temps es-tu élève au Clé ? 6 semaines. La rentrée de septembre ? Environ 1,1 mois. 5 semaines. Depuis ce début d'année. Où étais-tu avant d'être ici ? Au Maroc, au lycée Lyoté. Le lycée Fresnel. Dans un lycée à Rennes. Au collège Le Chanteur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au Clé ? Donc, chouette nom. La spécialité audiovisuelle. La spécialité audiovisuelle. Prise en charge entre guillemets des profs envers les élèves. J'ai choisi pas quelle école. Et aussi l'option cinéma, ce qui me plaît beaucoup parce que c'est ce que je veux faire plus tard. Donc... Parce que c'est mieux et parce que j'en avais ras-le-bol de vivre au Maroc parce que j'avais une vie de merde et mon père me criait dessus et je devais aller à des cours particuliers, j'avais une vie de merde, j'ai tenté de me suicider 2 fois. Ok. Le Clé dit être un établissement qui écoute ses élèves. Qu'en penses-tu ? Tu peux écouter la question, tu vas répéter. Le Clé dit être un établissement qui écoute ses élèves. Qu'en penses-tu ? C'est partagé en vrai. Parce qu'on a des ateliers exprès pour ça, genre par exemple où on peut faire des trucs, enfin des projets à nous et tout. Mais vraiment des fois on a des revendications et ils s'en battent les couilles. Moi je pense que c'est à peu près le cas, oui. C'est vraiment le but aussi du Clé, il y a une certaine pédagogie justement, un rapprochement entre les professeurs, mais pas seulement que pour le fait que de tutoyer ou d'appeler son professeur par son prénom. Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais ce que je trouve qui est quand même assez contradictoire, c'est qu'en fait, généralement on dit oui, ils nous écoutent pas, mais déjà ils posent des questions, alors que par exemple à Pasteur, ils en posaient pas. Mais également, il y a une certaine démarche pédagogique qui a été faite pour que les élèves puissent également interagir dans le bon fonctionnement de l'établissement. Donc oui, il y a ce fonctionnement, mais oui, je pense que pour certaines décisions, quand c'est adressé directement à l'élève, on demande au moins l'avis de l'élève. Pour l'instant, je sais pas trop parce que je viens d'arriver. Je pense l'école écoute des élèves. Parce que tout ce que j'entendais dans les bilans, c'était pas effectué. Et même en classe déjà on est beaucoup moins, donc les profs ont beaucoup plus de temps pour s'occuper de plusieurs élèves en particulier qui peuvent avoir du mal ou même il y a les AT où justement les profs prennent du temps pour bien nous expliquer et qu'on comprenne un peu. Il reste qu'on est écouté, mais à mon avis il y a quand même des progrès à faire à ce niveau-là. Depuis combien de temps es-tu professeur au Clé ? 10-11 ans. Je ne saurais te dire avec précision, mais c'est à peu près ça. Je dirais à vue de nez comme ça, 11 ans. 21 ans, c'est terrible à dire, mais il faut que je l'avoue. Depuis plus de 20 ans. Ça fait ma 3e rentrée. Quelle matière enseignes-tu ? Le français et le latin. L'allemand. L'anglais. L'histoire, géographie et le cinéma.
Le français et le cinéma. Le Clé dit être un établissement qui écoute ses élèves. Qu'en penses-tu ? C'est forcément vrai, puisqu'on a quand même nos élèves en tutorat et qu'on les suit donc en rendez-vous individuel. Donc oui, on écoute beaucoup nos élèves. Je pense que oui, il y a une relation quand même assez privilégiée entre les élèves et les adultes. Et les adultes sont particulièrement attentifs sur la singularité et le parcours individuel des élèves. Donc oui, je dirais que comparé à d'autres établissements, même si c'est toujours perfectible, on est quand même particulièrement attentif aux élèves ici. Que c'est vrai, globalement. On fait une grande part à l'oral. On a ce qu'on appelle le bilan, où on consulte beaucoup les élèves. Après, on les consulte. Voilà, c'est pas eux qui prennent nécessairement les décisions. Et peut-être que on ne tient pas toujours assez compte de leur avis. Hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? Oui, je pense que c'est un établissement qui écoute les élèves parce que c'est quand même très particulier la relation qu'on a. Regarde là, tu vois, ça se passe pas mal. Non, oui, je pense qu'on vous écoute. Après, on n'est pas toujours d'accord avec vous. Et pas toujours d'accord avec tout. C'est comme si, tu sais, les élèves avec une pensée avec laquelle il faudrait être d'accord, mais en fait, il y a une multitude de pensées. Donc voilà, oui, on vous écoute. Oui, c'est vrai, avec le tutorat, tout ça, puis même de façon informelle, je pense que c'est assez vrai, oui. Voilà, je suis assez d'accord avec ça. Donc voilà, après avoir questionné plusieurs élèves et professeurs, nouveaux comme anciens, je suis venu à la conclusion que les avis sont très partagés. J'ai aussi réalisé que d'écouter les élèves était un concept plus complexe que je n'avais premièrement imaginé. Je n'avais pas vraiment réfléchi à la différence entre écouter les élèves et agir sur ce qu'ils auraient à dire avant de mener cette petite enquête. J'espère que cette émission vous aura appris quelque chose, ou au moins qu'elle vous aura fait penser à votre propre ressenti vis-à-vis du sujet. Nous allons maintenant nous quitter. Merci à tous d'avoir écouté. Je m'appelle Sébastien et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Merci Sébastien de nous avoir fait part de ces témoignages très éloquents. Bienvenue sur la radio du Clé. Tout de suite, une fiction de Raphaël et Pierre, écrivain à succès dont le dernier ouvrage écrit conjointement s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, qui vont nous interpréter une création spéciale pour la radio du Clé aujourd'hui. Une création autour de l'horreur, on vous écoute. Aujourd'hui, nous allons à trois vous présenter une histoire qui prouve qu'il faut peut-être pas faire confiance à tous les inconnus. Donc, quelques jours avant Noël, 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde deux écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux adolescents, Michael Eridge et Stephen Cullen, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent cette nouvelle amie. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités, quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible : « Cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. » Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stéphane acceptent. Denis arrivé, les quatre jeunes gens prennent place aussi assis à même le sol, autour du plateau de jeu de Ouija, et selon l'usage, chacun se pose une main sur le triangle mobile, placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres, dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse ?» McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement en soi. La longue lame effilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Denis, qui maintient tant bien que mal Stéphane, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum
Arrête David, mais arrête-toi, il est mort. Sans un sursaut, Stephen parvient à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Restés seuls, David et Dennis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture et ils décident de le transporter dans leur voiture et ils s'en débarrassent dans une décharge publique. Arrêté peu après pour les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par le Yuja l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à vie à la prison à sécurité maximum de Broadmoor. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un établissement psychiatrique. Merci Raphaël, Pierre et Elliot pour cette fiction d'horreur qui nous a fait sans doute très peur. Bienvenue sur la radio du Clé. Nous continuons avec Paul et Armand qui sont spécialistes des musiques électroniques et coprésidents de l'AFPME, l'association française de la promotion des musiques électroniques en France, avec une chronique sur un artiste en question appelé Quentin Dupieux alias Monsieur Oiseau. Bonjour, donc je vais vous présenter Quentin Dupieux. Donc c'est un musicien électronique, il se dit plutôt techno-expérimental. Son surnom dans le nom de la musique c'est Monsieur Oiseau. Il a sorti son premier single appelé Number One en 1997 et son premier album Analog One's Attack en 1999. Son premier succès vient de cet album. C'est Flat Beats, une boucle assez répétitive qui plaît en grande partie grâce à son clip mettant en scène pour la première fois Flat Eric, une marionnette faite sur mesure pour ceux qui ont fait les marionnettes de Muppet Show. Et Flat Eric, il faut savoir qu'il apparaîtra dans beaucoup d'autres clips de Quentin Dupieux et même dans le film Being Flat qu'il a fait en coopération avec Red Bull. Il est aussi important de savoir qu'à ce moment-là, Monsieur Oiseau est surtout connu aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Nous allons maintenant écouter 2 extraits de son dernier album, d'abord All Wits, puis No Tony. Scegliamoci la pizza, scegliamoci dividendi. No pizza e peperoni, c'ho stile quando ballo in console, chiamami Tony. No Tony today. Con i Rolex battoni, le mega hit interplanetarie con 3 suoni. E suono proprio tutto, il piano forte, il sax di brutto. Après, il faut savoir que Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux, n'a pas fait que de la musique. Et oui, en effet, il a aussi fait du cinéma, et cette fois sous son vrai nom, donc Quentin Dupieux. D'abord, il réalise Non-Film, en 2001, qui brise un peu les codes du cinéma en proposant une mise en abîme d'un tournage de film, donc un non-film. Ensuite, il réalise Steak, avec Eric et Ramsey, qui pose les bases de son univers, et qui va montrer du coup un univers, une version un peu décalée de la réalité. Puis il poursuit avec Rubber, en 2010, avec un pneu tueur, et 2 films franco-américains, Wrong et Wrong Cops. Après, en 2014, il s'installe en Californie, et réalise le film Reality, qui est son plus gros film avec Alain Chabat, dans le rôle d'un réalisateur raté devant imaginer le plus beau cri de douleur pour se faire produire son film. Ce film joue un peu sur l'incompréhension du spectateur parce qu'il propose un mélange de réalité, un peu à la Inception mais en mieux, et il peut parfois être dur à regarder parce que vraiment on n'y comprend pas grand chose. Ensuite, Quentin Dupieux revient avec des films franco-belges et français, d'abord avec Au Poste, avec Benoît Poulvord, puis avec Le Dain, avec Jean Dujardin. Enfin, Quentin Dupieux a déjà commencé à faire son prochain film qui s'appellera Mandibule, et tout ce qu'on en sait, c'est qu'il y aura l'équipe notamment du Palma Show et Roméo Elvis qui vont être acteurs dans ce film. Merci Paul et Armand pour cette chronique de Monsieur Oiseau très intéressante. Bienvenue sur la radio du Clé.
Nous allons maintenant écouter une fiction autour d'un événement historique, Massacre de la Saint-Valentin, crime orchestré en 1929 à Chicago par Al Capone. Et c'est moi qui va la faire, bien évidemment. La dépression de la Saint-Valentin ou la quête d'Al Capone pour trouver son nouveau papa Butch. La dépression de la Saint-Valentin a eu lieu le jeudi 14 février 1929. Elle a commencé lors d'une matinée neigeuse. Bugs Moran était en retard pour la vente de coca dans un entrepôt en briques rouges situé au 2122 North Clark Street à Chicago à 10h30 du matin. La veille, Al Capone jouait à Gangster Simulator 1927 et s'est fait battre par un enfant de 14 ans. Il l'a tué le lendemain parce qu'il l'a gagné contre lui. Le même jour, sa mère a dit « Alfie, j'ai quelque chose à t'annoncer. Tu vas avoir un nouveau père. C'est l'un de tes amis. Tu te rappelles de Bugs Moran ? C'est apparemment une descendante de Bugs Moran qui avait enregistré dans ses archives récemment publiées par elle. Nous avons même vérifié par ses sources. On a appelé la descendante de Bugs Moran Jeanne. Donc j'ai contacté Jeanne hier pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Al Capone. La suite dans la prochaine émission de la radio, si je suis encore licencié. Donc merci à moi-même, je suis sûr que ça vous a beaucoup amusé. Bien sûr, je n'en doute pas. Hein. Nous continuons notre émission avec un spécialiste des dernières sorties de jeux vidéo, rédacteur en chef de chez Steam France et cousin du joueur du grenier. J'ai nommé Brice Marie. Bonjour Brice. Bonjour. Alors dites-nous-en un peu plus sur la sortie du dernier opus du jeu vidéo Watch Dogs. Attendu après un très bon deuxième opus, le nouveau Watch Dogs 3 a profité de la conférence E3 pour dévoiler l'aspect de leur nouveau jeu prévu pour le 6 mars 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Dans ce nouveau Watch Dogs, on se retrouve dans un Londres ravagé par le conflit entre un régime autoritaire et un peuple qui ne veut pas se laisser abattre. L'éditeur a sorti le grand jeu avec une longue démo de gameplay et un trailer pour montrer les graphismes du jeu. Dans cette démo, on incarne plusieurs personnages variés, du nerd à l'assassin athlétique, en passant par un retraité. Chaque personnage du monde de Watch Dogs Legion est un potentiel résistant à rallier et possède ses propres statistiques et compétences. La morphologie de chacun a également un impact sur leur gameplay. On pourrait donc imaginer que Watch Dogs 3 relance la saga. Merci Brice pour cette intervention très documentée et qui fait ma foi très envie de le tester. Bienvenue sur la radio du Clé. Nous continuons notre émission avec un peu de légèreté, un micro-trottoir sur les 7 péchés capitaux des élèves du Clé. Noam, vous avez vous-même réalisé cette émission, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes-vous venu cette idée ? Je cherchais un truc drôle, en fait, un sujet drôle, et j'ai trouvé ça, et en fait je me suis rendu compte que c'était très philosophique. Et aussi, je voudrais préciser que j'ai interrogé des professeurs, voilà. En tout cas, c'est un questionnement intéressant, on vous écoute. Bonjour, je vais vous poser quelques questions, monsieur. Comment vous appelez-vous, premièrement ? Elliot. Voilà. Alors, nous allons. Le but de cette interview, c'est de poser la question: quel est votre péché capital et pourquoi ? Pour rappel, les péchés capitaux sont la colère, l'envie, l'avarice, l'orgueil, la luxure, et la gourmandise et la paresse. Eh bien, ce que j'ai à dire, c'est que je n'ai aucun péché capital et je suis surtout très modeste. Donc voilà. Ah bon ? C'est triste. À mon avis, ça sera un peu l'orgueil, mais ouais, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Oh bah merci, monsieur. Nous allons interroger d'autres personnes de notre très cher lycée. Voilà. Bonjour à la deuxième personne. Première question, comment vous appelez-vous ? Benjamin. D'accord, très bien Benjamin. Alors, vous avez accepté de répondre à ma question qui est: quel est votre péché capital et pourquoi ? Pour rappel, les péchés capitaux sont la colère, l'envie, l'avarice, l'orgueil, la luxure, la gourmandise et la paresse. L'orgueil. Et pourquoi ? Bah des fois j'aime bien tout contrôler, j'aime bien un petit peu avoir toujours raison, bah c'était le cas de plein de personnes. Des fois je me laisse un petit peu, j'avoue, je me laisse des fois laisser par mon ego, je refuse d'avoir tort. J'aime pas spécialement qu'on essaye de me surpasser ou qu'on essaye même de rivaliser. C'était un de mes plus gros défauts, surtout dans un travail de groupe. Donc moi je pense que c'était vraiment la colère. Et justement ça laisse place à la colère. Donc en fait j'ai plutôt deux péchés, l'orgueil et la colère. D'accord.
Très intéressant. Merci. Vous allez passer à la radio du Clé, voilà. Nous allons interroger la 4e personne. Alors, nous allons reposer notre question favorite. Quel est votre péché capital? Pour rappel, les péchés capitaux sont la colère, l'envie, l'avarice, l'orgueil, la luxure, la gourmandise et la paresse. C'est une question super difficile. Je suis bien embêtée pour répondre à cette question-là. J'ai aucun. D'accord. Aucun? Non, aucun. D'accord. Ah non, je suis incapable de répondre. Non, aucun. Aucun? D'accord. Merci. Nous allons reposer une 6e fois notre question favorite. Alors, question, quel est votre péché capital? Pour rappel, les péchés capitaux sont la colère, l'envie, l'avarice, l'orgueil, la luxure, la gourmandise et la paresse. Ben moi, c'est la gourmandise, en fait, tout simplement. Voilà. Mais je suis gourmande de tout, hein, pas que des confiseries, mais aussi de la vie, c'est tout. Voilà. Très philosophique. Merci. C'est tout? Ouais. Donc, encore cette question. Alors, quel est votre péché capital? Pour rappel, les péchés capitaux sont colère, envie, avarice, orgueil, luxure, gourmandise et paresse. Alors, monsieur, quel est votre péché capital? La gourmandise et la paresse. La gourmandise, la nourriture, c'est la vie en fait. Enfin, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie. Voilà. Et la paresse, je viens dormir en fait et je vais rien faire. Voilà. D'accord, très bien monsieur, merci beaucoup. Aussi, j'aimerais faire une petite annonce. Donc pour un prochain micro-trottoir pour les intéressés, donc des lycéens de préférence parce que je passe ma vie dans la cafette lycée, donc voilà. Si vous êtes intéressé pour que je vous pose une question qui sera restée secrète, voilà. Donc j'ai des lunettes jaunes fluo parfois, du coup pas mal de gens me reconnaissent à ça. J'ai aussi une veste noire en cuir et bon voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir. Merci Noam pour cette émission très amusante, pleine de légèreté et de spontanéité, et je suis sûr que votre annonce va intéresser quelques personnes. Bienvenue sur la radio du Clé. Nous terminons ainsi cette formidable émission par une fiction autour du cyberharcèlement. Ambre, Maëlle et Mathilde, vous avez réussi à contacter un psychologue et un pédiatre pour en savoir davantage sur le cyberharcèlement à l'école. Expliquez-nous. Donc bonjour, donc vous allez écouter l'histoire de Lilou, une fiction tirée de faits réels. Salut, moi c'est Lilou. J'ai 13 ans et demain c'est ma grande rentrée en 5e. J'ai vraiment hâte d'y être contrairement à ce qu'on pourrait penser. La rentrée, c'est une bonne occasion de recommencer à zéro, ou encore de se faire de nouveaux amis. Mais pour l'instant, je dois passer à bien me reposer. Demain, ça s'annonce être une très longue journée. Ça y est, c'est la rentrée. Je saute de mon lit, heureuse d'arriver dans ce tout nouvel établissement qui m'accueillera durant toute cette année scolaire. Après avoir mangé et m'être préparée, je vérifie mon sac une dernière fois avant de le mettre sur mon dos et de monter dans la voiture. Durant le trajet, je regarde droit devant, espérant voir rapidement le collège dans lequel je dois me rendre. Et quand ce moment fut arrivé, je me redressai sur mon siège et arborais un sourire sincère. Lorsque la voiture fut plus proche, je me surpris à observer tous ces autres élèves, probablement des futurs camarades de classe. La plupart étaient en groupe et discutaient de manière énergique. Certains certainement dû au stress et à l'excitation de la rentrée. Lorsque le moteur de la voiture cessa de fonctionner, je fis un dernier au revoir à ma mère qui ne s'arrêtait pas de m'encourager et sortit de la voiture, souriante et heureuse d'enfin vivre ce jour. Mes pieds suivirent instinctivement les autres élèves qui se dirigeaient vers le milieu d'une cour. Certains couraient, quand d'autres restaient là à attendre le dernier moment pour rentrer. Une fois au centre, je pus apercevoir un homme en costume, portant un regard strict vers l'amas d'élèves qui s'était formé au fur et à mesure. Un son strident retint mon attention. Je tournai alors ma tête en direction de celui-ci et découvris sans surprise que son ami venait de l'ampli destiné, je suppose, à transmettre la voix du directeur. Une fois chaque personne arrivée, tout le monde se tut, laissant place à la voix du directeur. Celui-ci, après avoir présenté les enseignants et quelques autres détails, procéda à l'appel des classes. Lorsque mon nom retentit, un regain d'énergie traversa mon corps, tandis que j'avançais vers la classe. Ça y est, mon année de 5e vient officiellement de commencer.
Cela fait maintenant 2 semaines que les cours ont repris. Et pour l'instant, tout se passe à merveille, à part quelques profs que j'apprécie pas trop, mais outre ces petits détails, tout est vraiment bien. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de me faire beaucoup d'amis. La plupart se connaissaient déjà, alors pour l'instant, je me contente d'être seule, ce qui me convient plus ou moins. Je m'apprêtais à passer le seuil de chez moi quand une notification me stoppa dans mon élan. Je pris mon téléphone, le déverrouilla et découvris qu'il s'agissait d'une fille de ma classe, Chloé je crois, qui venait de poster une photo d'elle. Sur la photo, on l'aperçoit au premier plan, ainsi que quelques autres de ses amis, certainement au second plan. Instinctivement, je likais la photo et rangea mon téléphone dans ma poche et me décidai enfin à entrer. Un peu plus tard dans la soirée, après avoir mangé, m'être brossé les dents et mis en pyjama, je sautais sur mon lit en prenant mon téléphone. Peine 2 minutes après l'avoir pris, un vibrement se fit entendre dans ma main. Celui-ci venait d'Instagram. J'ouvrais donc l'appli et observais l'onglet accompagné d'un petit 1, m'indiquant un nouveau message. Je cliquai dessus et découvris que celui-ci provenait de Chloé. Alors que je m'attendais à un message amical, une demande d'amis ou autre, ce que je vis me laissa sans voix. Cette bulle de mots comprenait des insultes et des tas de phrases comme « T'as pas liké ma photo, toi, tu me dégoûtes » ou encore « Rien que te voir me donne envie de vomir ». Mes yeux ne cessaient de relire encore et encore ces simples mots d'une méchanceté méconnaissable. Comment pouvait-on être aussi odieux, d'autant que rien à ma connaissance ne les avait poussés à le faire. Mon cerveau eut du mal à redémarrer après ça. C'était certainement une erreur, le destinataire devait être quelqu'un d'autre. Qu'avais-je fait pour l'avoir mis dans cet état? Et surtout, pourquoi m'envoyer ça sans raison? Je me décidai finalement de répondre, espérant trouver une raison valable à tout ça. Mais à peine mon message envoyé, qu'un autre apparaissait en disant « Depuis quand tu me réponds, sale moche, t'es qui pour me parler en fait ?» Encore une fois, je comprenais rien. La situation me dépassait et tout ça n'avait rien de sensé. Je teignais mon téléphone et pris intérieurement pour que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve, et que demain je me réveillerais en remarquant que toute cette histoire n'était qu'une pure invention. Si seulement ça aurait pu être vrai. Les remarques continuaient le surlendemain, jusqu'à s'éterniser des semaines durant sur mon téléphone portable. Dans un premier temps, paralysée par la culpabilité, je n'en parlais pas à mes parents. J'avais l'impression que c'était de ma faute, que j'avais fait quelque chose pour mériter ça. Je ne supprime pas non plus mes amis menaçant Instagram. Un jour, je fus prise à partie dans les toilettes de mon collège et subis les coups de plusieurs de mes camarades. Après mon hospitalisation pour faire constater mes blessures, je me confie enfin à mes parents. Généralement, le réflexe des adultes est de prévenir l'école pour protéger leurs enfants. C'est ce qu'ont fait mes parents, en prenant rendez-vous avec la conseillère principale d'éducation, CPE, du collège. Selon eux, on n'a pas apporté la solution satisfaisante, si ce n'est de confronter harceleurs et harcelés. En l'absence de réelle réaction de l'établissement, les parents de Lilou se sont rapidement sentis abandonnés face à une situation qu'ils ne vivent qu'à distance. Problème, le harcèlement continue dans l'enceinte de l'établissement. Lorsque Lilou leur explique être frappée au sein du collège, ses parents l'accompagnent au commissariat pour porter plainte, jugeant que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Plainte qui aboutit à une procédure judiciaire qui n'aboutit à rien, ou presque. La famille adresse alors un courrier à l'Académie de Lille pour la faire changer d'établissement, mais essuie un refus. La mère de Lilou ne comprend pas cette décision. Aujourd'hui, les parents ont le sentiment d'avoir épuisé tous les recours et que personne ne prend au sérieux le mal-être de Lilou. Ils vivent avec la crainte que son harcèlement ne recommence et ne s'intensifie à nouveau, et indiquent désormais qu'ils restent vigilants et à l'écoute de leur fille. Cette situation est à la fois commune à beaucoup de personnes qui elles aussi sont harcelées, mais chaque situation est toujours différente. C'est un grand désarroi de constater que 22% des jeunes français ont déjà été victimes de cyberharcèlement et qu'ils ont en grande partie lieu sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que le harcèlement en ligne est puni par la loi, article 222-33-22-2 du Code pénal, qu'il s'agisse d'échanges publics sur un forum ou privés entre amis sur un réseau social. Les mesures à prendre dès le début sont 1. Bloquer l'auteur, 2. Conserver les preuves de ce harcèlement comme des captures d'écran de discussion, 3. Porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. On peut également envoyer une lettre au procureur de la République. 4. Signaler le contenu, car tu peux désormais sur de nombreux réseaux sociaux signaler un contenu pour contenu déplacé ou autre. Malheureusement, les violences continuent souvent à l'école. Dans ce cas-là, il faut donc aller voir le CPE ou le directeur. Si les mesures sont jugées insuffisantes, on peut encore dans ce cas aller porter plainte. On peut penser que ces mesures régleront le problème, mais il faut parfois aller plus loin. On peut se poser des questions sur les mesures prises. Sont-elles efficaces? Si oui, comment doit-on anticiper la fin du harcèlement? Sinon,
Que faire pour en sortir? Merci Maëlle, Ambre et Mathilde pour cette fiction autour du cyberharcèlement, et je suis sûr que ça a pris à tous nos auditeurs et moi-même de ne pas, qu'est-ce qui se passe quand on fait du cyberharcèlement et ce qu'on peut faire pour se protéger du cyberharcèlement. Bienvenue sur la radio du Clé. C'est la fin de cette 4e émission en direct. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des chroniqueurs qui nous ont accompagnés durant cette émission. Merci à l'équipe technique et pédagogique, notamment à Tom, l'encadrant de cet atelier. Et merci aux Clés de pouvoir rendre ces émissions possibles en fournissant le matériel technique. Notre générique est signé Cyber SDF, dont le titre est Doling. Vous pourrez retrouver cette émission en intégralité sur le site du Collège Lycée Expérimental et sur la chaîne YouTube de l'établissement. En vous souhaitant une excellente journée et en espérant vous divertir à nouveau très bientôt.